dans toutes les médecines préventives telles que la médecine chinoise, médecine ayurvédique, etc. La nutrition. Premier pilier sur lequel j'ai un immense pouvoir d'action et qui parfois, le simple fait de changer complètement ma nourriture, me remet à l'équilibre. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que pour vous c'est pertinent, évidemment que vous en avez conscience. Le deuxième pilier, c'est les émotions. Combien de pathologies, combien de maladies sont à la racine des émotions contenues, enfouies, bloquées, indicibles parfois. Pas tant par le dire que par l'expression, puisque je fais la différence entre dire et exprimer. Il y a le mouvement. Troisième pilier. Le mouvement du corps, c'est aussi le mouvement, pour moi, d'ouverture, qui fait que je vais à la rencontre d'autres possibles, d'autres manières de percevoir, peut-être. Okay. Dans le mouvement du corps, bien sûr, il y a l'activité avec laquelle je l'amène à respirer, donc mes cellules en bénéficient, s'oxygènent, évidemment. Ensuite, nous avons le lien. Le lien, on en parle aujourd'hui beaucoup. On sait à quel point le lien social, surtout pour nos personnes âgées, on sait à quel point la solitude et l'isolement sont un facteur qui précède ou peut-être même accélère le processus de repli sur soi. Donc, le lien est un facteur de santé parce que on est bien quand on partage avec l'autre, quand on échange. Je pense qu'on est là dans quelque chose qui est fondamental pour nous. On est né pour ça, on est né pour partager. Ça nous ramène aussi dans la grégarité positive de l'humain. Pour moi, c'est-à-dire la tribu, le fait de faire ensemble, partout dans le monde et de tous les temps, je crois, toi qui as fondé Orps, quand même, avec tous les sujets magnifiques que tu as abordés, on retrouve le fait que l'humain a toujours partagé ses peines et partagé sa joie. Il l'a fêté et on l'a toujours fait en tribu. Il y a après le plaisir. Le plaisir, là-dedans, il y a bien sûr la notion d'être bien dans ce que l'on fait, mais aussi le bonheur. Le bonheur, est-ce que c'est une possibilité pour moi? Est-ce que c'est un chemin sur lequel je me promène? Est-ce que c'est une destination? Est-ce que c'est un but dans la vie? Est-ce que je le vois, ce petit plaisir-là, d'être ici maintenant, de partager avec un ami un bon repas, un bon verre de vin, d'échanger, comme j'ai fait hier, avec beaucoup d'inconnus, des câlins, d'une immense authenticité, d'une grande congruence qui me touche au plus haut point. Eh bien, c'est ça quoi le lien, c'est ça le plaisir. C'est en fait, on retrouve dans ces deux facteurs tout ça. Il y a aussi l'exposition toxique. L'exposition toxique, je mettrais pour moi l'environnement que nous respirons, évidemment, toute la pollution environnementale, mais aussi la pollution toxique relationnelle. Il est avéré aujourd'hui, on le sait bien, que quand on vit aux côtés de quelqu'un qui nous rabroue, qui nous humilie, qui nous ignore, qui nous indiffère, qui n'a pas confiance en nous, qui ne nous admire pas, je ne sais pas, enfin, tous les qualificatifs qu'on peut trouver autour de ça, on sait que ça fait du mal à la longue. Ça use, ça blesse. Et ça fait comme un creuset, comme un sillon dans lequel le symptôme, le malaise ou la maladie aimera se nicher pour se développer, bien entendu, puisque ça parle du non-respect de son intégrité, du non-respect de soi. Je me laisse malmener. Et puis, il y a la neurogénèse. Fantastique neurogénèse. Non? Quand tu parles de neurogénèse, tu parles de la neuroplasticité. Parles de la façon dont, pendant très longtemps, on a cru que qui est familier ou non avec la notion de neurogénèse ou de neuroplasticité parmi vous? 1, 2, 3, ok. C'est peu encore. Donc en fait, attention, idée reçue qui s'effondre. Pendant très longtemps, on a pensé que le cerveau, eh bien, il se développait, puis après, c'était figé. On ne faisait que perdre des neurones, et donc il y avait une sénescence qui s'installait comme ça au niveau de notre activité cérébrale, plus on montait en âge. Donc en fait, c'est pas ça. En fait, le cerveau est un système plastique, reconfigurable,
où il y a des créations de neurones en permanence. Création de neurones en permanence, neurogénèse. Plastique reconfigurable, c'est-à-dire qu'en fait, les liaisons, les circuits neuronaux qui existent, eh bien, on va avoir les terminaisons nerveuses qui peuvent s'inhiber, donc on va avoir des parties du cerveau qui peuvent tout à fait comme ça se résorber, et d'autres en fait qui vont s'augmenter, qui vont augmenter leur densité cérébrale et qui vont donc se renforcer. Et ça, on s'en est rendu compte puisque depuis 20 ans, 30 ans, 25 ans, en étudiant des sujets doués, en étudiant des musiciens talentueux, en étudiant des artistes, en étudiant des personnes qui avaient du handicap, que ce soit du handicap visuel ou auditif, on se rend compte que le cerveau va être unique en fait, et que le cerveau est le reflet, il est modelé par ce que nous faisons au quotidien. Et donc ce qui fait que des aires cérébrales qui sont associées à la visualisation, qui sont associées à la musique, vont être plus développées chez un musicien que chez quelqu'un qui ne fait pas 3-4 heures de musique par jour. Même chose par rapport à des professionnels de la méditation. Ceux qui vont méditer 4, 5 heures, 6 heures par jour vont avoir des parties du cerveau avec des densités neuronales qui ne sont pas du même registre que quelqu'un qui ne fait pas cette activité-là. Et donc toutes ces preuves-là se sont accumulées, et ce qui fait que depuis 10 ans maintenant, les scientifiques ont intégré le fait que en fait, le cerveau il est plastique. C'est-à-dire qu'il est modelé, sculpté par ce que nous faisons et par notre relation à l'environnement. Ça, c'est un premier point. Le second point par rapport à la neurogénèse, donc comme on a des terminaisons nerveuses, ou en tout cas qu'on a des nerfs qui se créent, cette histoire du vieillissement du cerveau, c'est en fait que à des moments, on va avoir plus de neurones qui meurent que de neurones qui se créent. Mais on continue à avoir des neurones qui se créent. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a toujours des fibres, des nerfs, des neurones qui se créent et qui peuvent se renforcer, qui peuvent se prolonger. Quelque chose d'extraordinaire, par exemple, qui est en train de se diffuser, de monter en conscience de façon large, étendue, élargie, à l'horizontale, comme ça, dans le secteur médical et paramédical, c'est le fait que de danser le tango, de danser des valses, de danser des danses de salon, va être un facteur préventif extraordinaire, le meilleur aujourd'hui, pourrait-on dire, par rapport à des personnes qui ont du Parkinson. C'est-à-dire qu'elles ont le Parkinson, l'analyse des neurotransmetteurs correspond à du Parkinson, l'analyse du cerveau avec la visualisation, l'imagerie cérébrale, correspond à du Parkinson, sauf que la personne, par rapport à ce qui est présent là au niveau des données qu'on a sous les yeux, et bien en fait au niveau du comportemental, au niveau de son taux de tremblement, au niveau de son équilibre, par rapport à des signes cliniques objectifs face à un médecin, et bien la personne n'est pas dans un état de Parkinson aussi avancé que les analyses médicales montrent. Grâce à de la danse. En dansant 3 fois 2 heures par semaine. Et puis ça rigole. Donc, là encore, les choses sont loin d'être écrites de façon définitive. Les livres sont en train de s'ouvrir, les chapitres sont en train de s'ouvrir, et surtout, ça nous remet dans notre pouvoir premier de notre capacité à influencer notre destin, y compris notre destin cellulaire, notre destin neuronal. Alors c'est vrai que là, quand Corinne nous invite à nous poser, à ressentir ce qui peut se passer en nous, dans l'amour d'un monde de paix, ben, il se passe quelque chose, et ce quelque chose, chacun d'entre vous va le ressentir personnellement, mais il ressent aussi ce que ressent son voisin. Il ressent aussi ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce que le champ magnétique du cœur, le champ électromagnétique, vous savez, hein, quand nous sommes des êtres électromagnétiques, qui est au courant de ça, que nous sommes des êtres électromagnétiques avec un champ d'énergie électromagnétique autour de nous, avec une activité électrochimique au niveau du cerveau, qui du coup se traduit par des émissions, des ondes électromagnétiques qu'on a autour de nous. Bon, il y a à peu près petite moitié d'entre vous qui levez la main. Donc, en rappel, ou en tout cas juste pour vous donner comme ces billes-là qui sont du fondamental, hein, là aussi c'est pareil, les premiers enregistrements de l'activité électrique du cerveau datent de 1929 en gros. C'est un chercheur allemand qui s'appelle Hans Berger qui est à l'origine de ça, c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Pour la petite histoire, il a inventé cet appareil parce qu'il était un peu tarabusté, il était un peu
motivé par le fait de réussir à trouver un outil pour enregistrer la télépathie. On voit bien comment certains types de préoccupations ouvrent des nouveaux territoires. L'activité électrique du cœur, on avait commencé à l'enregistrer dans les années 1869 à peu près. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le centre électromagnétique du corps. Le centre électromagnétique du corps dans le sens où c'est comme le métronome. C'est lui qui est le plus puissant dans le corps. C'est-à-dire par exemple l'activité magnétique du cœur, c'est 5000 fois la puissance de l'activité du cerveau. C'est pour ça qu'on a enregistré le cerveau dans un second temps. L'activité magnétique, qui est donc un autre versant, on parle d'électromagnétisme, parce que l'électricité et le magnétisme, c'est comme les deux facettes d'une même pièce. L'activité électrique, elle a donc été enregistrée, ça a débuté dans les années 30 pour le cerveau, et l'activité magnétique du cœur et du cerveau, c'est avec les années 60, c'est avec les années 1969-1970, qu'on a eu des appareils suffisamment sophistiqués pour pouvoir les enregistrer, c'est-à-dire pour enregistrer ces activités magnétiques du cœur puis du cerveau, et les séparer, les isoler, les repérer dans le bruit électromagnétique du champ magnétique terrestre. C'était ça le principal défi qu'il y avait à traverser. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce champ électromagnétique du cœur, qui rayonne, qui a une puissance, qui a une intensité qui est des milliers de fois plus forte que celle du cerveau, et en fait des expériences ont été faites dans les années 90, et on a vu que, premièrement, l'activité cardiaque, le rythme, le tempo, ce battement, ça fait des pics d'activité dans l'activité cérébrale de quelqu'un qui est à côté, dans l'activité du cerveau. Il y a les ondes cérébrales, et puis il y avait un pic régulier. Ce pic régulier, c'est l'écho, le reflet, l'image, la transmission de l'activité cardiaque de la personne qui était à côté. Et ça se capte en fait jusqu'à 1,50 m, 1,80 m de distance. Et ça, c'est ce que donc captent les machines. Les machines, c'est pas forcément la réalité, c'est une partie de la réalité. En tout cas, par rapport aux machines que les humains ont construites, aujourd'hui, on sait que jusqu'à 1,80 m de distance, votre activité cardiaque a une influence, crée une rythmique dans l'activité cérébrale des personnes autour de vous. Ça va jusqu'à cette distance-là. Alors après, on peut choisir d'être dans la colère, on peut choisir d'être dans la jalousie, on peut choisir d'être dans l'amour ou d'être dans la paix. Et ça fabrique quelque chose. Ça fabrique quelque chose de collectif. Je parlais des émotions aussi, je crois. Ah oui, c'est tellement vrai tout ça. L'émotion d'amour peut-être, on peut aller là-dessus. Oui, l'émotion d'amour, enfin, c'est ce qui m'a pas... Enfin, quand on échangeait tout à l'heure, on devait boire un petit café, on parlait d'épigénétique et de PEPS. Et en fait, ce que c'est l'épigénétique? L'épigénétique, est-ce que ça vous parle? Très peu. L'épigénétique, tu peux venir où? Selon... pour être simple, parce que vous connaissez tous la génétique avec son programme ADN classé immuable et non modifiable, avec un certain déterminisme médical, bien sûr. Mais l'épigénétique, voilà, est beaucoup plus récente en termes de ce qu'on véhicule dans l'information et de ce qu'elle est, alors qu'on prête à Aristote le premier le mot d'épigénèse. Donc c'est pas récent comme histoire. Ça s'est perdu, c'est revenu, c'est retombé dans les oubliettes, c'est remonté au fur et à mesure des chercheurs qui se sont intéressés à ça. De manière beaucoup plus récente, c'est Conrad Waddington dans les années 74, je crois, à qui on pose la légitimité du terme épigénétique. Donc l'épigénétique, pour moi, c'est cette partie de la biologie qui va étudier le psychisme cellulaire, si vous voulez, les interactions et les mécanismes qui vont entrer en interaction avec nous, individus, et l'environnement qui est autour de nous. D'où les 7 facteurs épigénétiques dont je vous parlais. Finalement, l'épigénétique, on pourrait dire que ce sera un interrupteur qui viendra ouvrir ou fermer une partie de notre génome. Pour reformuler peut-être juste un instant ce que Corinne vient de vous évoquer, l'épigénétique, c'est pareil que la neuroplasticité, mais c'est à l'échelle du gène, c'est à l'échelle de l'ADN, c'est à l'échelle de l'ARN, c'est à l'échelle comme ça de ce qui se passe dans l'expression des protéines, de ce qui se déroule au cœur de nos petites cellules.
c'est la même chose, c'est de la plasticité, mais au niveau génétique. Et donc cette épigénétique, c'est en fait un mécanisme de modification par rapport à des forces et des influences extérieures, par rapport à ce qui se passe autour. Et les 7 facteurs qu'évoquait Corinne sont chacun des chemins d'influence qui vont s'exercer sur nous, qui nous influencent, qui nous impactent, qui nous modifient. Et c'est à travers les mécanismes de l'épigénétique que cette modification devient incarnée, que cette modification a lieu dans le corps. Oui, qu'elle se potentialise. En fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand je te disais, en fait, PEPS, ce programme, puisque j'ai conçu, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai conçu PEPS, qui littéralement veut dire Programme épigénétique de prévention de santé, qui est un programme de 7 journées sur 7 mois, où on expérimente la base des facteurs épigénétiques pour un changement durable, pour voir quelque chose se potentialiser, s'intégrer dans notre organisme, dans notre psyché, que tout se modifie. Grande ouverture du cœur, bien entendu, puisque l'ADN que j'y ai posé est un ADN très affectueux et porteur du ferment de l'amour sain, sans condition. Mais peut-être dire que l'épigénétique, puisqu'il est conçu sur l'épigénétique et la neuroscience en fait aussi. Du coup, donc cette capacité malléable de modifier à l'envi en reprenant sans cesse notre pouvoir, c'est merveilleux de savoir que nous créons ce que nous vibrons. Et quand tu dis on peut choisir la colère, la jalousie, oui, effectivement, on sent. Vous sentez très bien, de la même manière que vous sentez la paix, l'amour, l'ouverture du cœur à côté de vous, que vous sentez quelqu'un qui est porteur d'une colère, même s'il n'en parle pas. La simple fréquence avec laquelle il respire, vous la percevez quand il est à côté de vous. Vous entrez dans la pièce où quelqu'un s'est disputé. Bien sûr, on fait comme si. Ça va? Oui, ouais, ça va. Et en fait, peut-être que 5 minutes avant que vous arriviez, ça n'allait pas du tout. C'était peut-être d'une immense violence. Mais la charge énergétique, elle est là. Et vous la percevez. Et en fait, nous sommes comme ça. Nous sommes... Maxence, tu disais, on est électromagnétique. Et alors, on a cette capacité aussi, donc, d'attirer à nous ce que nous vibrons. Donc, nous créons ce que nous vibrons, mais nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si nous vibrons malheur, victime, enfin, schéma de victimologie, négativité, colère, peu importe, que des choses négatives, nous allons attirer dans notre champ énergétique que des expériences qui vont parler de ça. C'est le seul moyen qu'a trouvé notre être pour faire venir à nous des expériences qui nous permettent de passer encore un cap et peut-être de nous désengager de ces schémas-là. Oui, puisqu'il y a 2 niveaux. Oui. Enfin, par rapport à ce que tu partages, il y a deux niveaux. C'est premièrement le fait que ces choses-là vont survenir parce qu'elles sont l'écho, le reflet, le prolongement de votre croyance et de votre certitude à cet instant. Donc, c'est un espèce de biais de confirmation, en quelque sorte. Et ces expériences-là vont venir à vous aussi, pour vous inviter à poser de la conscience sur le fait que quelque chose est là, mais qu'en fait, c'était une zone aveugle chez vous et vous n'en aviez pas conscience. On a les 2 mouvements. Il y a un mouvement de confirmation, et un mouvement, pourrait-on dire, de révélation, ou en tout cas d'exposition, de montée en conscience par rapport à ça, et où le plat vous est resservi tant que vous ne percutez pas, quoi, en fait. Oui. Donc on a ces deux aspects-là. J'en profite pour c'est la notion de conditionnement. Quand je vous partage le fait que le rythme cardiaque et l'état de cohérence cardiaque, le degré de cohérence cardiaque, dans des niveaux de paix intérieure, d'état de sérénité, d'état de grâce qui va être vécu au niveau du corps et donc qui s'exprime à travers une certaine rythmique tant cardiaque que cérébrale, ça influence votre physiologie, ça influence le fonctionnement de votre corps à côté de vous. Si vous êtes en étant à côté de cette personne-là, si vous êtes attentif à ce qui se passe en vous, vous allez percevoir quelque chose. Vous allez percevoir une détente, vous allez percevoir que vous respirez différemment, que vous avez peut-être une différence de rythme dans la façon de respirer, plus lentement, plus ample. Bref, vous allez avoir conscience que quelque chose se passe
sans pour autant avoir conscience que ça se situe à tel endroit de la terre cérébrale, ou que c'est tant de rythmique par minute au niveau du cœur ou du cerveau. Ça veut dire que, en tout cas, ça nous invite à prendre conscience que la très grande majorité, l'essentiel presque du fonctionnement, de votre fonctionnement corporel, est un fonctionnement inconscient, y compris dans nos pensées, y compris dans les informations que le corps reçoit. Il ne fait monter à la conscience que 1% des informations qu'il reçoit. Ces calculs ont été faits dans les années 60. À la fin des années 50, années 60, années 70, on a calculé combien de data, combien de bits d'informations le corps reçoit par seconde, par minute, quand on joue du piano, quand on lit un journal, quand on regarde la télévision. Ces calculs ont été faits par des universitaires aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Voilà. Tout ça a été calculé il y a plus de 70 ans. On sait exactement combien de bits d'informations le corps assimile par minute ou par seconde. Et on a calculé également le mince fragment, le tout petit canal, la toute petite bande passante de la conscience, qui est de l'ordre de moins d'1% de cette quantité de données qu'on assimile à chaque instant. Donc, ce qui fait que le corps, pour l'essentiel, c'est une machine qui fonctionne inconsciemment. Ça veut dire que les questions de croyance, les questions d'habitude, les questions de conditionnement, les questions de bah oui, je fonctionne comme ça, en fait, nous sommes joués par ce que nous avons internalisé et intégré et qui ont basculé dans du réflexe, qui ont basculé dans de l'inconscience. Il faut oser regarder en face que 95% de notre activité psychique, je ne parle même pas de l'activité organique, 95% de notre activité psychique est une activité réponse, est une activité de réactivité, est une activité de conditionnement. C'est l'expression des conditionnements, c'est l'expression de vos héritages, c'est l'expression de ce que vous avez internalisé en vous. Il n'y a donc en fait que 5%, 5 tout petits pourcents, qui sont des marges de manœuvre, qui sont des marges de liberté, qui sont des marges d'innovation, qui sont des marges de désir ou en tout cas, où quelque chose surgit qui est « Ah ouais, tiens, ça, je n'y avais pas pensé avant, ah oui, j'ai envie de le faire. » Mais sauf qu'il y a 95% d'habitude. J'ai noté une phrase dans un ouvrage là, qui est assez sympa par rapport à ça. Votre passé renforce votre avenir. 95% de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, de ce que je suis, c'est du passé qui renforce l'avenir. Et il faut absolument, nous avons le devoir impérieux de monter en conscience par rapport à cela, de façon à pouvoir justement re-rentrer dans un processus de construction, d'élaboration, de choix, de liberté, d'affranchissement par rapport au conditionnement dont nous sommes les objets. Nous sommes les véhicules de conditionnement et nous sommes les sujets de conditionnement. Et nous devons impérativement, absolument monter en conscience là-dessus, en prenant conscience de nos blessures, en prenant conscience de ce qui se joue en nous de façon inconsciente, et qui en fait oriente nos expressions émotionnelles, nos désirs, y compris nos projets. Et en fonction des domaines, ou des secteurs, ou des disciplines dans lesquelles on évolue, on va parler par exemple, si on raisonne un peu négatif 2 secondes, de schémas contre-productifs. Nous allons rentrer, ou reproduire, ou acter des choses qui s'apparentent de fait à des schémas contre-productifs. Et ça veut dire c'est aussi des circuits neuronaux qui tournent en boucle, et on va avoir une pensée comme ça qui tourne, quoi. Voilà, donc ça c'est juste... Alors après, il y a plein de trucs et astuces pour monter en conscience là-dessus. Il y a évidemment beaucoup de méthodes, et Corinne, bien sûr, en fait vivre plusieurs au niveau de sa méthode, comme d'autres thérapeutes qui sont sur ces approches-là, ce qu'on appelle le super learning, la super créativité, la super performance. C'est-à-dire qu'il est possible de bâtir des choses en vous, d'ancrer, d'engrammer des choses en nous, qui nous libèrent des schémas dont on est le fruit et le véhicule, l'héritier, et qu'on peut, si on a envie de changer de registre ou changer de domaine de croyance, qu'on peut appeler comme étant des envoûtements. Okay. Nous sommes des véhicules d'envoûtement qui se sont mis en nous, qui sont entrés en nous. La publicité à sa façon en est un.
si on veut faire des liens comme ça avec des choses qui concernent d'autres champs, d'autres registres que la spiritualité ou la vie psychique. Parce que nous sommes des systèmes bombardés d'informations, parce que nous sommes des systèmes qui sommes le relais, l'expression d'une information, eh bien, toute information, quelle qu'elle soit, la caresse qui va vous être donnée, la respiration ralentie que vous allez avoir, le fait de poser sa joue contre un arbre, ces informations-là nourrissent votre système, et si elles sont neuves, ouvrent des portes pour de nouveaux référentiels, et pour que vous-même, vous puissiez emprunter des chemins qui, à force de répétition, deviennent des habitudes, et à force de ces habitudes, nourrissent et font évoluer votre personnalité. Corinne, je te redonne la parole après ça. Ouais. Ben, pour rebondir sur cette notion de conditionnement dont tu parles, ben, c'est le code empreinte dont j'ai parlé hier, puisque la conférence directe était sur les mémoires transgénérationnelles, périnatales et émotionnelles. Et en fait, on est en plein dedans. Parfois, le conditionnement qui est le nôtre dans notre chemin de vie, en fait que c'est un code qui s'exprime, c'est un programme qui nous dicte notre manière d'être, les croyances que nous avons et qui parfois se sont posées dès le monde du terrain, alors que le fœtus n'a pas de conscience cognitive, mais a une conscience biologique cellulaire qui capte dans ses fascias tout le ressenti, tout le stimuli de ce qu'il perçoit dans le vécu de sa maman, notamment, bien entendu, ou des interactions qu'elle va mener avec son environnement. J'en ai déterminé, fondé la théorie et l'apprentissage du code empreinte, maintenant que je transmets, voilà, où on retrouve la capacité de mettre à jour ce qui s'anime à travers nous, finalement, et qui s'est renforcé au fil du temps. Donc, ça va sans dire que si je répète un code de perte, par exemple, comme je peux le citer souvent, eh bien, si j'ai moi-même, comme je parlais d'Éric hier, Éric qui a perdu son papa à 8 ans, à 16 ans, 8 ans, quasiment mois pour mois, il a perdu son meilleur copain en accident de moto. 8 ans plus tard, il a perdu en voyage, il était tout jeune, il a perdu ses papiers, sa valise, ses affaires, on lui a tout pris, il était dans un pays étranger. 8 ans plus tard, il a perdu sa première compagne, 8 ans plus tard, etc. Et je l'ai vu, il avait 56 ans, et quand il est entré en consultation la première fois, il me dit, je vous préviens, tous les gens qui m'approchent meurent. Je pense qu'en matière de conditionnement, c'est un bel exemple. En fait, il n'avait juste pas regardé ce qui est difficile à faire, c'est-à-dire se regarder. Regarder son monde intérieur, sa terre intérieure. Et en fait, il n'avait jamais observé que tous les 8 ans, il était dans un code qui le faisait perdre. Quelqu'un ou quelque chose. Tant que quelque chose comme ça se joue de nous, nous pouvons voir tous les thérapeutes du monde expérimenter, lire tous les livres. Rien ne changera. Parce que nous n'avons pas mis le doigt sur le code. Voilà, par exemple. Okay. On peut peut-être passer aux questions. Allez-y, si vous avez des questions. Profitons-en, nous sommes ensemble. Notamment dans cette idée de cheminer vers soi. La dame descend jusqu'à vous avec un micro. Oui. Merci pour ces témoignages parce qu'ils sont touchants et parlants. J'ai moi-même suivi quelqu'un dont il y a 30 ans, dont on lui disait voilà, vous avez un cancer et il vous reste plus que 6 mois à vivre. Et après elle a cherché, puis elle a eu un accompagnement avec un médecin qui s'appelle Carl Simonton, qui a écrit un livre, Guérir envers et contre tout. Et justement, ça participe à tout ce dont j'entends depuis le début de votre part, à vous deux. Donc voilà, c'est comment on est aussi le fruit de nos croyances et des pensées croyances même du monde médical. C'est que les gens font sincèrement d'après leurs croyances, d'après leurs principes. Donc comment, quand on a cette flamme en nous, cette raison de vivre, c'est ce dont parlait Simonton,
si on a cette raison de vivre, malgré l'environnement et ce que l'on nous dit, c'était son témoignage, c'est une force vitale incroyable, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre, et on le sait dans notre processus de santé. Donc, toute la fin, là, qui est dans ce processus, les conditionnements, ce qu'on dit dans les neurosciences aussi, les biais cognitifs, donc on est gouverné. Et c'est vrai que quand on met un pas sur le bonheur, c'est vrai qu'on cherche tous à avoir le bonheur, mais si on ne prend pas le temps, après pas de façon culpabilisante et tout ça, mais si on ne prend pas le temps d'aller voir là où ça touche, eh bien, on est souvent à corriger les symptômes et pas regarder la cause de nos blessures. Donc, comment, bon, en tous les cas par rapport à ça, qu'est-ce que vous proposez pour suggérer pour aller voir cet endroit, justement, qui nous gouverne? Corinne, vas-y. Moi, je compléterai un petit peu après. Merci pour votre intervention. Dans les données que j'aime à transmettre, il y a aussi le fait, on considère qu'à environ 35 ans, nous sommes le résultat d'un conditionnement généalogique, et là j'entends toute la partie de nos lignées, de nos ancêtres, et la partie biographique que nous écrivons selon ma théorie à partir de nos 9 premiers mois de vie. Et là, du coup, on se dit qu'il reste peu de place alors pour la vérité, pour qu'elle naisse à nous, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic, il y a cette volonté de la vie plus forte que celle de la mort. C'est ça qui s'est passé en moi, en fait. Comme un électrochoc, il me dit, mais en fait, je ne vis pas. C'est le baiser sur la bouche de la princesse. Comme si un prince, alors ça n'a pas été le cas, mais le prince avait peut-être les traits de la maladie. Et je crois que c'est ça, en fait. Je veux croire que c'est ça, toujours aujourd'hui. Et dans ce que je véhicule, de toujours très, très positif, c'est de chercher toujours le cadeau derrière l'offense. Quelle que soit l'offense qui nous est faite à nous, la mort de quelqu'un qui nous est cher, la perte d'un objet précieux qui avait beaucoup de signifiants, cherchons le cadeau qui se cache juste derrière parce qu'il y en a un. Et pour étayer ce propos, je vais vous donner l'exemple d'une maman dont le bébé est né, elle est venue me voir pour ça, est né avec une insuffisance rénale. Et en fait, tout le temps de sa grossesse, le papa rentrait, la battait, parce qu'il rentrait ivre. Alors c'est un beau cliché, mais pour elle, ça a été une drôle de vérité. Et elle a gardé cet enfant parce qu'elle voulait un enfant. Mais à quel prix? Cet enfant ne pouvait pas vivre parce qu'il est né avec l'insuffisance rénale et il est né avec un canal urtère dont il manquait un segment de plusieurs centimètres. Qui, en biologie, quand on lit le message de la biologie, veut clairement dire « il ne veut pas de moi sur mon territoire, je ne pourrai pas faire pipi comme je veux, c'est-à-dire marquer et prendre ma place ». Donc, l'insuffisance des reins, c'est la douleur dans les reins, en fait, de dire « c'est même pas la peine ». Et puis maman n'entend pas. Et en fait, il est mort quelques heures après sa naissance, ce bébé, et ça a été pour elle le cadeau derrière l'offense de la mort, parce que elle m'a dit, c'est parce qu'il est mort que je sais qu'il faut que je vive, et elle l'a quitté le mois qui suit. Vous comprenez à quel point parfois le cadeau est immense. Voilà. Et bien parfois, ouais, il se cache comme ça des élans de la vie en nous qui sont tellement puissants que la raison n'a pas sa place. Voilà, ça nous pousse. Voilà. Mais je crois fermement que nous sommes dotés d'une intelligence pour vivre et vivre heureux. Voilà. Alors, en cessant peut-être toute forme de conditionnement, de préjugés, peut-être en la congédiant un petit peu, d'ailleurs, la moralité, de congédier ces préjugés vis-à-vis de tout ça, on peut chercher le cheminement et porter un regard de bonheur sur chaque instant de notre quotidien. Vraiment.
Moi, j'aurais deux petits compléments à apporter pour votre question, et aussi en écho à ce que tu viens de nous partager, Corinne. On a le droit d'envisager que tout est signe. On a le droit d'envisager que tout ce qui se déroule autour de nous et auquel nous pouvons assister, que nous pouvons percevoir, a en fait une signification. Il faut avoir conscience de la limite de cette croyance, de la limite de cette pensée, où on va être, si on y prend garde, on va être pris dans des projections. On va comme ça dire, ah ouais, il se passe ça parce que... ah oui, d'accord. Bon, et puis, par ailleurs, dans d'autres registres, dans d'autres champs, on appelle ça le complotisme ou le conspirationnisme, qui se caractérise non pas par le fait d'avoir une pensée critique sur des événements qu'on vous délivre, ou des sens, des interprétations qu'on vous délivre, mais sur le fait que quand il y a des arguments contre, ça renforce le fait qu'on vous dit ça parce que. C'est le côté pathologique de la surinterprétation des éléments. Ça, c'est pour le complotisme. Donc on peut tout à fait, en tout cas, envisager les choses comme quoi des signes sont présents autour de nous, ou en tout cas, tout ce qui nous arrive, tout ce que dont nous pouvons avoir conscience, ou sur lequel on va poser de la conscience, peut être instructeur, peut véhiculer un message, véhiculer une information. Dans les temps antiques, ça fonctionnait pas mal comme cela, on appelait ça des signes, des omens en anglais, donc voilà, un vol d'oiseau d'une certaine façon, des viscères d'animal d'une autre, l'herbe qui pousse d'un certain côté, ou alors un arbre qui perd ses feuilles de façon naturelle, vont être des signes de quelque chose qui arrive ou d'un processus invisible qui s'exprime à travers ces symptômes-là. Par rapport au fait que toute chose peut être signifiante, eh ben, on se retrouve par rapport au monde d'information et au monde de surinformation, à l'écosystème médiatique et notamment numérique dans lequel on évolue aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose où il y a beaucoup de plein. On est bombardé par l'information. On est bombardé, si on y prend garde, par des notifications qui comme ça jaillissent à l'écran du téléphone mobile, ou par des choses qui clignotent et qui teintent et qui attirent votre attention. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, en tout cas, moi ça fait partie de mes cheminements en tant que journaliste scientifique ou dans mes actes de recherche, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas dans une société de l'information, nous ne sommes plus dans une société de l'information, nous sommes dans une société de la distraction. C'est-à-dire que ces signaux viennent nous chercher pour attirer notre attention ailleurs. Et nous ne sommes plus dans l'écoute, nous sommes captés. Nous sommes détournés d'une attention au cosmos, d'une attention à votre monde. Prenons-le au sens vraiment petit du mot cosmos, c'est-à-dire cet univers qui est autour de vous. L'image est banale, malheureusement maintenant, mais en même temps elle est frappante. Quand on est au restaurant, ou quand on est dans des transports en commun, la proportion de personnes qui ne regardent plus le monde, qui sont dans leur petit monde de l'écran étriqué et réduit. Le problème n'est pas l'expérience de ce monde-là étriqué et réduit. Le problème est qu'il soit dominant en termes de registre d'expérience. Parce que neuroplasticité, ça fabrique des trucs dans nos connexions neuronales. Ça inhibe des parties du cerveau. Ça éteint des choses, ou ça fabrique certaines hormones au niveau du corps. La réduction du champ visuel, qui a été observée par rapport à un usage conséquent des écrans de téléphone portable, des petits écrans, la réduction du champ visuel dans un autre registre, c'est un des symptômes d'un état de stress au niveau du corps. On se retrouve à avoir une expérience qui nous fabrique mécaniquement une réduction du champ visuel, sauf que pour le corps, cette situation a un autre sens. Ça, c'est par rapport à la surabondance et à l'invasion et à la guerre de l'information dans laquelle nous sommes plongés en permanence, entre une information naturelle, entre une information artificielle, entre des signaux numériques, entre les signaux du monde, entre les signaux du monde social dans lequel nous évoluons, entre les signaux des gens juste à côté de nous, vous savez, là, ceux qui sont dans votre champ, du champ magnétique du cœur, qui les pingent régulièrement. Ils sont juste à côté de vous, et pourtant,
Il n'y a même pas un sourire parce qu'on est chacun devant notre écran, en train d'envoyer des SMS ou de dire des trucs. Il y a quelque chose, peut-être, osons émettre l'hypothèse immorale, que quelque chose déconne là-dedans, ou dysfonctionne là-dedans. Juste, posons un petit peu de conscience dans cette direction-là. En tout cas, moi, mon raisonnement aujourd'hui, c'est effectivement qu'on est dans une société de la distraction et puis une société de l'information. Et donc ça veut dire que c'est des informations extérieures qui rentrent en vous, et qui prennent la place d'informations qui sont les vôtres, ou qui pourraient être les vôtres. Donc ça veut dire que, il y a un troisième terme qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, la notion de vide, la notion de vacuité, la notion de silence, la notion de calme, deviennent en fait des éléments prépondérants, peut-être pour l'exercice du discernement, mais en tout cas pour avoir l'espace de ressentir ce qui se passe en vous. Pour avoir l'espace de toquer à la porte à l'intérieur, de faire vibrer le tambour et de dire ça, il se passe quoi en toi? Il se passe quoi en toi? Allô? Je t'écoute? Allô? Okay. Si on est rempli en permanence, si on est submergé en permanence, que ça soit l'activité, l'agenda, les choses, le quotidien, les courses, blablabla, et aussi bien sûr par rapport en plus aux informations numériques, à l'intangible, les informations électromagnétiques, à tout ce bombardement, ça devient compliqué. Et donc en fait, après on rentre dans un truc qu'on appelle l'aliénation, qui est une autre forme d'envoûtement technologique. Pour revenir à cette histoire que nous sommes influencés par des informations extérieures, moi je t'ai frappé dans votre question sur le « vous avez 6 mois à vivre ». Moi ça me fait penser au pouvoir du verbe. Ça me fait penser, ok, peut-être à une expression qui est celle des prophéties autoralisatrices, ou en tout cas, gardons-nous de ce pouvoir-là, mais fondamentalement, c'est le pouvoir du verbe. C'est le fait qu'à travers des mots, on a une influence sur les choses. C'est-à-dire qu'à travers le fait de manipuler des symboles, au-delà des formes acoustiques que l'on énonce dans une certaine séquence dans notre langage, au-delà de ces forces acoustiques-là qui ont un impact à travers nos tympans et à travers le tympan sur l'ensemble du corps que constitue la peau, au-delà de cela, il y a des symboles qui vont être agissants sur nous, et si on décide de les gober, de les manger, de les ingérer, on est pris dedans. On se retrouve à les croire plus que d'autres niveaux ou d'autres plans de réalité qui peuvent être agissants également, mais qu'on choisit de ne plus regarder. Donc il y a le pouvoir du verbe. Et c'est vrai que quand j'entends ce que vous venez de partager, et qui est un truc ultra connu, qu'on a tous vu passer, tout ça, en fait, moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour jouer au docteur, quoi? Jouons au docteur, enfilant des blouses blanches. On le sait au niveau de l'effet placebo, le simple fait de mettre une blouse blanche quand on discute avec la personne en face, quelque chose d'inconscient se joue qui fait que ça a plus d'impact dans la façon de mettre en mouvement les capacités d'auto-guérison en vous. Jouons au docteur, bon sang. Ne nous privons pas de ce rituel-là ou de cette forme de magie-là. Puisque tout est signifiant et toute information qui va être émise peut avoir un impact, une incidence, et peut avoir un impact, une incidence déterminante sur votre évolution. Donc, le pouvoir du verbe, comment l'exerce-t-on? Qu'attend le système, ou en tout cas les systèmes en place pour que le personnel soignant ou le personnel accompagnant soit branché sur le pouvoir du verbe, et que donc effectivement au niveau de la parole, quelque chose d'autre se joue que certaines phrases qui peuvent être prononcées de façon un peu mécanique. On voit très bien, si on commence à regarder les choses ainsi, que les gisements de pouvoir sont présents partout autour de nous. Tout est là, en fait. C'est uniquement que, parce qu'on est petit, parce qu'on est enfant, parce qu'on est pris dans des choses, parce qu'on essaye d'être parfait, parce qu'on essaye d'être loyal, parce qu'on cherche à tenir le rôle, la place, les engagements que d'autres attendent de nous, ou qu'il est bien et bon de faire et juste, etc., etc., on oublie des choses évidentes. Préservons la mémoire de cela, gardons la conscience de cela, pour pouvoir en bénéficier nous-mêmes et en faire bénéficier nos proches, en faire bénéficier notre cosmos. Le verbe et le cosmos. Une autre question ? Bonsoir, et tout d'abord merci
Merci de cette belle conférence. Je ressens plein de gratitude parce que je vous découvre tous les deux grâce à ma chérie qui m'a invité à cette conférence. Il y a beaucoup de belle énergie qui se dégage et je tenais d'abord à saluer tout ça. Et je pense que dans les changements de paradigme qu'on peut envisager, aujourd'hui on parle de changement de code ou de passerelle. Vous parliez des téléphones portables, des réseaux sociaux sur lesquels je suis très présent, pas personnellement, mais j'ai filmé beaucoup de gens, des musiciens, etc. Et derrière le brouillard des médias qui sont dans un axe très vertical, on pourrait aussi imaginer, même que dans les espaces de conférence, on retrouve des choses qui sortent du format du cours magistral. On se retrouve peut-être en cercle, comme on faisait quand j'étais en colonie de vacances, comme colon, comme animateur, comme directeur. On retrouve cette proximité. Donc, avant de vous poser ma question, je voulais vraiment vous saluer, parce que c'est, comme on dit en anglais, you've made my day. Donc, c'est... Merci à vous. Et Corinne, je voulais vous poser une question, parce que quand ma chérie m'a parlé de vous, elle m'a parlé effectivement de cette tumeur. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, qui est peut-être très personnelle, mais quand j'ai entendu cette information, que vous aviez réussi à réduire cette tumeur, la première chose qui est venue à mon esprit, c'est elle a réduit de 13 à 3. Pourquoi elle n'a pas pensé à un moment que peut-être elle pouvait la réduire jusqu'au bout? Et que quand vous parliez du fait que juste avant l'opération, vous aviez de la musique, qui est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, je me suis dit pourquoi est-ce que du coup le processus que vous aviez entamé, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. En tout cas, voilà, je vous remercie infiniment de ces partages et j'irai suivre tous vos travaux. Et merci encore. Merci, je vais vous répondre. Et le processus, il continue en fait. Je pense que c'est par mesure de sécurité. Et je crois qu'il a bien fait que nous avons pris ensemble la bonne décision, voilà, de manière à assainir le terrain. Voilà. Et je pense que si je suis là, voilà, c'est ça. Mais le processus continue en fait depuis. Et je ne cesse par la puissance, on parlait de la puissance du cœur, c'est pas innocent quand le nom même de ce jeu que je crée pour servir plus grand que moi, un dessein beaucoup plus grand que humblement ce que je fais ici ou demain, le cœur créateur. Comme chaque année, j'emmène des groupes à faire des retraites ou des séjours initiatiques pour revenir à soi avec humilité, se poser loin de tout ça, on pose les portables, on danse, on joue, on revient. Oui, la colo, oui, j'ai partage. J'ai de beaux souvenirs de ça. Et en fait, la première nuit que j'ai passée là-bas cette année, je me suis réveillée dans la première nuit, inondée que je croyais. Donc je me suis assise sur mon lit, j'ai touché ma poitrine, je croyais que j'avais le cœur qui que j'avais le cœur qui saignait. Et en fait, une enseigne m'a réveillée, le cœur créateur. J'ai juste pris le message parce que je ne savais pas quel nom aurait ce jeu. Je posais des noms sur le papier sans cesse, c'était jamais le bon. Ça ne résonnait pas avec moi. Et en fait, je crois que je puise dans cette puissance immense de mon cœur, plus grand que moi, plus grand que l'humanité, parce que ma mission sur Terre, c'est ce que je suis aujourd'hui. En fait. C'est pour ça que cette expérience que j'ai faite de mort imminente aussi m'a laissée ici. C'est pour ça que je grandis avec chaque expérience, chaque épreuve de ma vie. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la vie est un cadeau que je reçois à chaque instant. Du matin où j'ouvre les yeux, je me demande qu'est-ce que je vais encore avoir comme miracle. Enfin, jusqu'au soir où je me couche et je remercie chaque journée qui s'est écoulée. Voilà. Pour le soleil, pour le vent, pour la pluie,
pour tout ce que j'ai partagé, les rencontres que je fais, la reconnaissance de ces êtres qui me confient avec beaucoup de confiance leurs peines intimes. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude et je crois que c'est cette gratitude qui m'agrandit la terre intérieure. Voilà. Merci beaucoup. Une troisième et dernière question peut-être? Sinon c'est bien aussi. Peut-être vous dormez ou alors on vous a fait tellement vous déposer, vous êtes scotché. Ou peut-être vous êtes là aussi pour après. C'est bien. Il y a méditation après, je crois. Oui, peut-être. Voilà. En tout cas... Ben, merci à vous, merci Corinne de ces partages. C'est chouette. Voilà, c'est beau comme l'amitié, c'est beau comme l'amour qui se partage, qui s'honore. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez venir retrouver Corinne, le cœur créateur, ses ouvrages, au stand 9, tout en bas. On y descend là pour faire des dédicaces. Voilà, Maxence reste avec moi un petit peu et vous pouvez découvrir, si vous avez envie, que vous ne connaissez pas, Orps, peut-être. D'accord? Ou échanger avec lui ou avec moi.